Salut, je m'appelle Léo Pachkovski et je suis à Brooklyn, New York. Je suis venu ici pour vous montrer comment les gens vivent dans le ghetto noir local. Derrière moi, vous voyez un immense bloc de logements sociaux, Marcy House. Il est bien connu du fait que le rappeur Jay-Z est né ici. C'est également l'un des endroits les plus criminels de la ville. C'est pourquoi je vais entrer dans le quartier et faire connaissance avec les locaux. Ils vont vous raconter à la première personne ce que ça fait de vivre dans le ghetto noir de New York de nos jours. C'est mon tag. Bon. Es-tu graffeur? Je dessine un peu. J'ai oublié de presser le bouton. Il n'y a pas de caméra dans l'ascenseur. Si quelqu'un t'attrape dans l'ascenseur et te tire dessus, tu vas définitivement mourir. Et personne ne saura comment tu es mort. Je vis ici toute ma vie. Je suis un vrai OG. Je suis né et j'ai grandi ici. Que signifie OG? Un vieux gangster. Des blocs sociaux pareils sont répartis dans tout New York. À Brooklyn, au Queens, au Bronx, à Manhattan. Les gens les appellent simplement The Project. Où que vous soyez, The Project est l'endroit que les gens préfèrent éviter, car c'est toujours un épicentre de pauvreté et de criminalité. Il ne s'agit pas d'un seul bâtiment, ni de 2 ou 3, ni même d'un quartier. Ces complexes sont énormes. Ils occupent plusieurs quartiers. C'est littéralement tout un district, un immense district avec des milliers d'habitants. En ce qui concerne la violence, c'est l'un des pires endroits. Si on t'a tué à l'intérieur, c'est fini. Personne ne peut rien voir. T'es fini. Le taux de criminalité augmente. On entend dans les nouveautés plus de 70 tirs pendant un week-end. C'est un cauchemar. Il n'y avait pas de 70 tirs pendant un mois pendant les pires moments. Tu comprends? On tire plein de coups de feu ici. Chaque jour. Chaque jour? Plusieurs fois par jour, chaque jour. C'est mon tag. Ils arrivent souvent ici pour essayer leur pistolet. On peut trouver des cartouches de balles vides. Vraiment, je les ai vus de mes propres yeux. C'est le meilleur endroit à Brooklyn pour tirer. Et sur le toit d'un project. Quand c'est terminé, on peut prendre l'ascenseur et descendre. Et tout le monde fera comme s'il n'avait rien vu. Si vous voulez savoir comment les gens des autres pays vivent et voir plus de mes voyages, abonnez-vous à cette chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de lieux incroyables que je pourrai vous montrer. Flying down this road, I know and it's misleading, but I could have faded to black, but my lights wasn't beaming. But my blood still pumping and my heart still beating. And to this day, I haven't heard a fat lady sing. It's a ring ding it, I poop out ping. Donc, les gars m'ont invité à visiter leur studio pour regarder comment ils font de la musique. Si l'on est né à New York, on a rappé au moins une fois. Chacun veut devenir un rappeur à New York. Maintenant, il est minuit. Je suis au milieu du quartier, au milieu des entrepôts et de quelques conteneurs. Tout est couvert de graffitis. C'est incroyable. Si l'on grandit ici, on fait 2 choses. On fait du rap et on joue au basketball. C'est tout. La rue est vide et sombre. Il est minuit. J'espère que c'est pour le fait que la location d'un studio est moins chère la nuit. Donc, je suis un peu nerveux. J'ai plus de... je peux dire 1500 chansons. Quand je me suis trouvé dans une prison, j'étais allongé sur un lit dans ma cellule et les idées différentes me venaient dans la tête. Je les écrivais. C'était des poèmes. Je les écrivais sans cesse. Et ensuite, j'ai commencé à faire du rap. Si l'on revient aux origines, au project, on peut trouver tout ce qu'on entend dans les chansons. Si on écoute Bigel, celui-ci est mon préféré. Vraiment? Le mien aussi. Laisse-moi te serrer la main. Yo, tu as dit que Bigel est ton rappeur préféré. Je n'aurais jamais deviné, mais maintenant je comprends.
t'es des nôtres. Il écoute Big L, c'est un cool gars. Je suis sorti de prison et j'ai enregistré ma première chanson. Mais je ne l'ai pas aimée. Tout de même, j'ai continué à écrire. J'allais en prison de nouveau et j'écrivais dans ma cellule. Beaucoup de gens écoutent du rap et pensent que c'est la musique. Mais c'est la vie réelle. On écoute ça et on vit dans ça. Le rap est la voix. Le rap est la force. C'est le mouvement. C'est la vie. Le rap pour nous, c'est l'expression pure. J'ai commencé à faire du rap en mettant ma douleur en musique. On libère sa colère, sa tristesse, son bonheur. Cela permet de purifier les émotions. C'est une thérapie. Elle est mignonne. Je suis une artiste, un mannequin. Je m'appelle une poétesse. Une femme divine. Une reine. J'enregistre une chanson qui s'appelle « Les rêves ». Elle parle que j'imagine mon visage sur un panneau d'affichage au bord de l'autoroute. Quand les gens deviennent célèbres, on peut les voir sur ces panneaux. Les acteurs, par exemple, Drake. Ici à Marcy, il y a des gens vraiment cruels. Mais il y a également des gens célèbres qui sont d'ici. Des gens sympas, tels que Jay-Z par exemple. J'ai travaillé pour lui, légalement et illégalement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce que je veux dire. Tu connais son histoire. J'étais un bon enfant, en général. Mais on m'a pris pour un délit de rue. Je faisais des crimes en col blanc. Je les faisais pendant 7 ans. Mais je n'ai été prise qu'une seule fois. C'est alors que je suis allée en prison. Et même quand ils m'ont prise, ils n'ont pas compris ce que c'était. Pourquoi on t'a envoyé en prison? Je te l'ai dit, Non, tu me l'as pas dit. ça te regarde pas. Juste pour savoir. Oh, peu importe. D'accord. Et combien de temps? J'allais et sortais de prison et j'y allais de nouveau à l'âge de 13 ans. Quel âge as-tu maintenant? J'ai 22 ans. Je suis sorti pour la dernière fois quand j'avais 21 ans. J'ai passé quelques années en prison. J'en suis sortie. Et Dieu merci, j'ai pu trouver du travail grâce à mon intelligence. Si l'on a un lourd passé criminel pour se trouver un travail, mais que l'on doit soutenir un enfant. Si l'on a une fille, une mère malade, qui a besoin de médicaments, les enfants qui demandent à manger. Si l'on n'a pas de travail, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on sait faire, vendre de la drogue. Je dealais avec de l'herbe. Je vendais de l'herbe quand j'étais au lycée. On achète un sac, fait 14 ou 15 joints, et on les vend pour $1 chacun. Et c'est comme ça que j'avançais. Je suis sortie dans la rue car mes parents m'achetaient toujours des choses de haute qualité, assez chères. Mes parents dépensaient toujours beaucoup pour les vêtements et les chaussures, et j'en voulais plus. C'est pourquoi je faisais des crimes. Si l'on veut briller, on doit porter des vêtements de design, avoir du style. C'est dans mon ADN. Mes parents adorèrent les vêtements, je leur ressemble. Je ne suis pas fan du bon marché. Moi, personnellement, j'aime les choses vintage, telles que les anciens Versace. Louis Vuitton, Gucci, Givenchy, Tom Ford, sac Chanel, Birkenstock, Fendi. Mais c'est vraiment cher. Oui, je ne sais pas pourquoi. Où est-ce que les gens obtiennent de l'argent pour cela? C'est ça le truc. Il y a des fraudeurs et des escrocs ici. J'en sais pas plus. Mais c'est comme ça. C'est la France. La France. Une chose très chère. Oui, merci. Donne un coup. Donne un coup. Donne un coup à cette bouteille. Pourquoi donnez-vous des coups à cette bouteille? C'est pour la chance. Les locaux boivent toujours du Hennessy. Où qu'on va, à n'importe quelle soirée ou même dans la rue, on verra des bouteilles de Hennessy entre les mains.
Ils le boivent, ils le versent dans les verres et le finissent. Pourquoi le Hennessy est tellement... C'est l'eau de New York, mec. C'est notre eau. Henny, c'est la vie. C'est... Si l'on a une mauvaise journée, il suffit de boire un peu de Hennessy. Et elle devient plus belle. Hennessy est très populaire à New York. Je ne sais même pas pourquoi. Mais c'est ce que nous buvons. Si l'on va à une fête à New York et qu'il n'y a pas de Hennessy là-bas, ce n'est pas une fête. C'est une simple réunion. C'est pas une fête. I said, look, it's so good. I said, now, what you gonna do when there's no food on your plate? I know some real who will pick you up for the cake. Seeing things shoot up, I was brought up that way. Veux-tu être sur mon blog? Les bandes sont tout à fait folles ici. Elles sont différentes dans des quartiers différents. À Flatbush même, sont Crips. En périphérie, ce sont les Folks. Et ici, chez nous, les Bloods. Mon oncle était un gros bonnet de la bande Crips. Personne ne l'aimait. Tout le monde avait peur de lui. C'est pourquoi on lui a tiré dessus. Mais je n'étais pas encore né alors. Je n'étais pas encore né quand ça s'est passé. Il y a d'autres bandes ici. Il y a des Crips, des Bloods et des Trinitarios. Qui est-ce? Les Dominicains. Ils ont leur propre affaire. Maintenant, tout est différent. Auparavant, il y avait de vraies bandes. Comme dans Les Guerriers de la Nuit. Est-ce que tu as vu Les Guerriers de la Nuit? Nous avions de telles bandes quand j'étais jeune. Il n'y avait pas de Bloods, ni de Crips alors. Il y avait des cliques. Par exemple, il y avait une clique appelée d'une manière. Nous étions des célibataires. Nous avions un chapeau, de gants blancs et une canne sur notre logo. Tu sais, comme des célibataires au bon vieux temps. On nous appelait comme ça. Nous avions des enfants de bachelor. Et les jeunes filles étaient des célibataires. Il y avait une clique sur Tompkins Avenue. Leur propre clique, je veux dire. En fait, tout cela a commencé comme un club. Pas comme une bande. C'est une vraie bande. Regarde. C'est moi en bas. L'essentiel était de montrer que c'était notre communauté, notre quartier, et que personne ne pouvait venir de nulle part. Nous nous rassemblions dans les parcs, nous buvions de la bière, fumions des joints et tout autre comme ça. Nous étions entre nous. C'était pareil à une confrérie, à une communauté pour laquelle nous étions prêts à nous battre. Alors, on se battait avec des chaînes et des bâtons. On n'avait pas de pistolet. Très rarement. Donc, tu viens de la bande et tu dis que tu voudrais te battre avec quelqu'un de notre bande. Bon, vous amenez votre petit groupe, nous amenons le nôtre. Ces deux-là qui veulent se battent dans le parc. Ils se battent jusqu'au bout et le combat des bandes est terminé. Parfois, il n'y en avait plus. 4 pour 4. Mais jamais un gars ne pouvait pas venir et tirer dessus. 23 personnes qui n'avaient rien à voir avec ça. D'habitude, les enfants commencent à changer vers l'âge de 12 ans, lorsqu'ils vont au lycée. Nous essayons de les intercepter avant qu'ils ne se trouvent dans la rue. Et ton père? Il n'a pas beaucoup participé dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous essayons de les empêcher de s'impliquer dans des bandes, de se droguer ou de tomber sous mauvaise influence. Je me souviens de notre premier jour à l'école du Connecticut. Je vivais dans un refuge pour les sans-abri alors. C'était fou. J'ai vu un petit garçon qui s'enfuyait des policiers juste devant l'école. Il descendait l'escalier en courant. Il courait et courait. Nous sommes sortis de la classe et nous marchions sur l'escalier. Notre prof nous a dit de nous coller au mur. Au début, je n'ai pas compris pourquoi elle disait ça. Mais ensuite, j'ai vu ce petit gars. Et les deux policiers qui le poursuivaient. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. On avait fermé l'école plus tard. Peut-être qu'il avait amené un pistolet. Ce petit gars. Bon, l'enfance d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout à l'enfance d'hier. Auparavant, si on savait pas se battre, c'était fini. On ne pouvait jamais survivre. Le fait intéressant est qu'on pouvait se battre 2 jours et même devenir les meilleurs amis du monde le lendemain. Aujourd'hui,
ce n'est plus comme ça. Ils se tirent dessus. Car ils ne savent pas se battre. Car l'éducation est différente. Maintenant, je dis comme ça parce qu'ils n'ont plus de parents. De deux parents. La mère et le père. La plupart sont des mères célibataires ici. La mère célibataire est un tout en un. La mère, le père, le soutien, l'éducateur. Mon père est mort 2 mois avant ma naissance. Ma mère était trop jeune pour prendre soin de moi. Je suis resté dans un orphelinat jusqu'au moment où ma marraine m'a accueilli à l'âge de 16 mois. Et elle est devenue ensuite ma vraie mère. Ils n'ont qu'une mère. Et la mère s'en fiche. Elle est encore jeune. Elle est encore jeune, elle vit sa vie. Si elle a donné naissance à l'âge de 14 ans, donc quand son enfant a 15 ans, elle veut encore s'amuser. En fait, je suis né au Queens. Flushing est un quartier de Queens à New York. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, nous avons déménagé au Connecticut. Là-bas, nous vivions dans un refuge pour les sans-abri. C'est un endroit où l'on va quand il n'y a aucun lieu pour vivre. Toute votre famille y vivait? Moi, ma mère et ma sœur. Parfois, on te place dans une chambre avec des gens apparemment souffrant de troubles mentaux. Et tu dois te débarrasser. Je me souviens de ma première fois dans cet endroit. Le premier jour, je suis entré et j'ai senti une odeur. Et c'était comme une odeur de mort, de dépression, de mauvaises émotions. C'était horrible. Et j'étais un enfant. Je ne me souviens plus d'odeur si horrible. Je sentais cette dépression, cette tristesse dans l'air. De nombreux enfants ont des parents qui se droguent. Ils s'inquiètent plus de la dose que de leurs enfants. Tu comprends ce que je veux dire? C'est triste, mais c'est vrai. Dans chaque famille. Ma sœur est tombée dans la drogue. Elle est morte et j'ai élevé ses enfants. Il y a un proverbe africain ancien qui dit qu'on a besoin de tout un village pour élever un enfant. Beaucoup de femmes plus âgées ici sont comme des mères pour moi. Dans mon enfance, j'avais environ 7 pères et 8 mères différentes. Et tout le monde me frappait sur les fesses. Si tu as fait quelque chose de mal, on te frappe sur les fesses à chaque étage. Du 1er au 6e. Et puis on t'amène chez ta mère. C'est autrement aujourd'hui. Tout le monde est différent. On jette simplement ses enfants aux loups. Les loups courent ici dans les rues. Et on devient soit un loup, soit sa proie. C'est ainsi que ça marche. On voit ses enfants naître, et puis on les voit déjà adultes. Il n'y a plus d'enfance. Les filles ne sautent plus à la corde, ne jouent plus à la marelle. C'est pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne sauront jamais ce que signifie être un enfant. Ils n'avaient jamais d'enfance. Feeling like I'm powerful, stronger than a super being, super swag, super G, like it is a super thing. I'm with a super team, no we're not the justice leader, smoother than a Nazi brother, chilling laid back comfortably. They wanna know what's up with me, stick a fork to them with me like BB was an STD. Just can't f with me. Woke up out the store like yo, you need that? You can keep the change. Visa in the wallet, so if you need that, it can be arranged. You see the chain? Wonder why I'm diamonds pack 24K and plus a pendant has a diamond back. J'aime aussi l'apparence des Américains noirs. C'est toujours très intéressant, très classe, brillant, de manière créative. Bref, ils ont leur propre style inimitable, dont je voudrais vous parler. Dès qu'on a l'occasion de se faire plaisir, de se chouchouter, on se chouchoute. On a payé la location, et le reste, au lieu d'investir ou d'épargner, on achète une paire de baskets pour 800 $. Les baskets déterminent premièrement, ton statut financier, ton style vestimentaire. Par exemple, je porte des baskets qui ne coûtent presque rien, des baskets sans marque. Si quelqu'un me regarde, il dira qu'il est évident que je ne peux pas me le permettre, parce que je suis pauvre. Ce sont des Adidas Yeezy 700. Elles coûtent entre 400 et 600 $. Si l'on porte des baskets ou des chaussures d'une certaine marque ou d'un certain statut, cela signifie qu'on gagne définitivement quelque chose. Donc, c'est une déclaration? Exactement. Moi aussi,
J'ai acheté des baskets plusieurs fois ici et j'ai remarqué une chose intéressante. Quand on achète des baskets et on paie avec la carte américaine locale, peu importe en ligne ou hors ligne, même dans quelques chaînes de magasins célèbres tels que Nike ou Adidas, la banque demande toujours une vérification supplémentaire pour garantir la sécurité, pour s'assurer que c'est bien le titulaire de la carte qui achète des baskets et pas une autre personne, pas un fraudeur. Un fait assez intéressant, et bien sûr, quand il y a eu des manifestations pour les droits des Noirs et on volait dans les magasins. C'était les magasins où on vendait des baskets qu'on volait en premier lieu. Veux-tu être sur sa chaîne? Il est de l'Europe. Il veut te demander à propos de tes chaussures. Je vois de telles chaussures principalement ici, à Brooklyn. Les jeunes filles en portent. Certains gays en portent aussi. Elles sont devenues populaires cet été. Il y en a de noires, blanches ou arc-en-ciel, comme celle de ma sœur. La plupart de jeunes filles en portent ici. C'est un bonnet. C'est un bonnet? Un bonnet. À quoi ça sert? C'est pour couvrir les cheveux. On porte des bonnets en soie au lieu d'un foulard de soie. Ça s'appelle Silky. On peut l'acheter dans chaque magasin de produits de beauté. Je l'ai fixé devant. C'est pour protéger les cheveux. Nous avons des cheveux crépus. Quand on dort, l'oreiller va les accrocher et il va les tirer. Et cette chose, ça les protège. Bien choisir ses vêtements, comme un t-shirt avec un jean, c'est clé. L'important est l'association, pas le prix. Même un ensemble à 17 $ peut être stylé. Tous mes vêtements sont de H&M. Tous de H&M? Tous de H&M. Sauf les baskets. Elles coûtent 600 $. Waouh, mec! Beaucoup de gens fabriquent ici leurs propres pulls et t-shirts. Les gens du quartier les supportent. C'est un mélange de haute marque chère et de quelque chose qu'on ne saura jamais, car c'est l'œuvre de mon ami. C'est mon œuvre, Brooklyn Beloved. Je refais les vêtements. Je fais ce que je voudrais porter moi-même, pas justement pour vendre. Je n'ai rien fait pendant toute une année, j'ai étudié des livres et tout le reste, et maintenant, je produis des nouvelles choses. Tu vois, celles noires et rouges sont expérimentales. Je veux explorer et savoir quelle couleur utiliser. J'ai mis ça car ça me va bien. Et des flip-flops. Et des flip-flops Nike car c'est du classique. Bon, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais je n'aime pas regarder les pieds des autres gars. Ils ne sont pas toujours entretenus. Ils ne se coupent pas les ongles et tout cela a l'air dégoûtant. Et si je mange quelque chose dans la rue et que quelqu'un avec des ongles jaunes passe devant moi, je ne veux pas le voir. Et si celui-ci porte des chaussettes, nous aurons une belle journée tous les deux. Il vaut mieux profiter de la nourriture. C'est une sorte de règle tacite. Il faut porter des chaussettes avec tes flip-flops, pour ne déranger personne. Tu comprends? On portait des salopettes Levi's avec une paire de Puma, des cols roulés design, un pull en alpaga par-dessus. C'est ainsi que le style changeait. Ensuite, on portait des costumes de tennis. Vraiment. Des costumes de tennis. Des shorts courts, comme ça. Si on les met aujourd'hui, on sera chassé du quartier. Salut ma belle, comment tu vas? Ainsi, c'est plus librement. Ce look est le meilleur. On peut les tirer plus haut. Dans ce cas, on a un air étrange. Il vaut mieux les tirer plus bas. Perso, c'est plus stylé. Est-ce que tu ne veux pas ressembler à un geek? Non. Il faut ajouter du style. Tu ne verras jamais mon derrière. Et donc, c'est une règle? On ne montre pas son derrière. C'est la règle numéro 1. Ne pas montrer ses fesses. C'est interdit. On est retiré. On va quitter, on sera hors jeu. De plus, les fossiles et ongles extra longs sont un élément essentiel du look féminin. Quand j'ai vu ça pour la première fois et j'ai essayé de les faire pour moi-même, j'ai aimé mon apparence. Mais je n'aime pas quand ils sont très longs. C'est mon style. On peut expérimenter juste ici, dans les projects. Ils peuvent être de couleurs différentes, avec des motifs différents. Les miens ne sont pas très longs car je n'ai que 15 ans. Ce serait... Tu dis qu'ils ne sont pas longs? Pas trop longs à la Cardi B.
Des ongles de 30 cm vont à certaines, mais pas à moi. Quand je m'ennuie, j'aime faire différentes choses. J'aime porter des boucles d'oreilles. Elles me font briller. Un grills est une chose qui attire l'attention. C'est une prothèse dentaire décorative faite de métaux précieux. C'est simplement pour frimer, rien d'autre. Comme ça, on montre qu'on a de l'argent. C'est de l'or véritable? Oui. Il doit être véritable. Quel est le poids? Je ne sais pas quel est le poids. Alors, ça a coûté combien? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a encore une chose culturelle intéressante. Aux États-Unis, il existe de nombreux prêteurs sur gage. En général, on apporte des bijoux ou des appareils électroniques. Ici, à New York, on peut voir toutes sortes de baskets chez les prêteurs sur gage. Des tonnes de baskets et des tonnes de bijoux et de baskets chères. I'm tired of all these rumors. You had the chance, but you blew it. One more time. One more time. I'm tired of all these rumors. You had the chance, but you blew it. Why you hating on me? I'm out here getting to it. Smart, no, I'm not stupid. Hardcore, I do it. I ain't seen it all. I served the worst. Pops out for birth. I knew my mom was hurt. Had to ask my time. Could've lost my life. No, my life wasn't right. Don't think I even took cause. I was in a coma. It's loaded for me when I got older. No mom, no proud of. Look, she cried to me when she heard my songs. Tell her I got her. Look, we going up after this shit. À vrai dire, je pense que la plupart de nous fument pour échapper. Si l'on a commencé à fumer dans l'adolescence comme moi, j'ai commencé lorsque j'avais 13 ans pour échapper à la réalité. Et quand j'ai grandi, ce n'était plus une évasion. J'aimais ça. Je ne pouvais pas m'empêcher de fumer. Car c'était la seule chose que j'ai jamais fait. Auparavant, dans ces projects, 90% des familles avaient des enfants drogués. Et c'est toujours incontrôlable. En ce qui concerne les drogues, tous mes amis et moi, nous fumons de l'herbe, ensemble. Ceux qui dépendent du crack. Je ne sais pas quand les gens deviennent dépendants. Quand on se réveille le matin avec une pensée de fumer du crack, je ne sais pas comment ça leur arrive. À vrai dire, tout était plus pur avant. Tout était authentique. De nos jours, beaucoup de choses sont remplacées par la chimie. Tout est autrement. Il meurt. Auparavant, un joint était suffisant pour 5 personnes et son effet durait pendant 3 jours. Maintenant, son effet ne dure que 3 secondes et on en a besoin d'un nouveau. On vend du crack dans ça. On vend du crack dans ça? L'épidémie de crack a commencé à la fin des années 70 et au début des années 80. Alors, le taux de criminalité a considérablement augmenté. On a commencé à tirer partout. Si l'on veut quelque chose de plus grand, ce sera cher. Mais si l'on a besoin de quelque chose de plus petit, pour porter sur soi, ça peut coûter 100 $. Peut-être un peu moins si utilisé. Tu dis 100 $? Oui. 100 $ pour un pistolet? Oui, c'est le prix pour un DUS. Qu'est-ce que cela veut dire? DUS calibre 22. 100 $ pour un pistolet? C'est presque rien. Rien. Mais quand on achète, on ne sait pas si ce pistolet était déjà utilisé pour tuer quelqu'un. La police peut te trouver avec ce pistolet et tes empreintes dessus. C'est pourquoi ces armes sont bon marché. Auparavant, on volait souvent des bookmakers clandestins et d'autres lieux illégaux. C'est-à-dire, on volait des endroits où l'on ne pouvait pas appeler la police. C'était un brigandage. On pouvait étrangler, endormir, faire les poches. Maintenant, ces gars agissent autrement. Ils veulent y tirer dessus, ainsi que 4 autres personnes qui n'ont rien à voir ici. Juste par erreur. Je voudrais vivre dans une société où on ne peut pas s'inquiéter pour les armes. Si j'avais une fille, j'aimerais la laisser sortir, aller au magasin et ne pas m'inquiéter. Je veux dire que les autorités ont commis une erreur avec des minorités ethniques. À tel point que j'ai besoin de l'arme pour me protéger des autorités.
Les bandes de police sont plus dangereuses que les bandes de rue. La seule différence est que les bandits de rue adhèrent au code. Ils s'empêchent de faire certaines choses. Mais les policiers sont autorisés à faire tout. Quelqu'un peut dire que les policiers nous protègent ici. Peut-être. C'est quelqu'un qui ne vit pas ici. Tout ce que je connais est que les policiers essayent constamment de me... Comme s'ils ne m'aiment pas par défaut, tu sais. Je ne me sens pas protégé. Je sens qu'ils pinaillent. New York est la ville des sirènes. On entend toujours des sirènes de la police, de l'ambulance, des pompiers. Il est très intéressant d'en parler avec les locaux. Qu'est-ce que tu sens lorsque tu entends une sirène approcher? J'essaye de comprendre. Si c'est une ambulance, c'est bon. Si ce sont des pompiers, c'est bon aussi. Mais si c'est de la police, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, tu les distingues? Il y avait toujours du racisme systémique ici. Toujours. Les autorités avaient une grande mission, celle de mettre en prison tous les hommes noirs. Et elles ont réussi. Cela a commencé dans les années 60 et 70. Surtout dans les années 70, après la guerre du Vietnam. Beaucoup d'hommes étaient drogués alors. Ils ont commencé à se droguer là-bas. Ils sont revenus et ils ont continué. Ils quittaient leur famille, ou bien faisaient des bébés et ne revenaient plus. Ils allaient au magasin et disparaissaient. C'était une partie du processus. Dans les années 70 et 80, on continuait toujours à mettre les hommes noirs en prison. Et vous? Avez-vous déjà été en prison? Non, j'ai toujours été assez intelligent. On m'a arrêté une seule fois lorsque j'avais 28 ans, je suppose. Avec une arme à feu. Mais quand on se trouve sur le territoire étranger, on est soit d'ici, soit de là-bas. À l'époque, je préférais être jugé par 12 que d'être porté par 6. Cela veut dire que 6 personnes portent un cercueil et 12 jurés statuent au tribunal. C'est pourquoi il vaut mieux tenter sa chance dans le tribunal que de jouer à la roulette avec la mort. La situation avec une arme était la suivante. J'avais un certain problème à Bushwick et je me suis dirigé là-bas pour le résoudre. Et ils ont appelé la police. C'est tout. Un jour, je revenais des Tompkins. Ils ont couru vers moi. Premièrement, ils étaient dans une voiture banalisée. Ils ont couru vers moi et m'ont fouillé. Je leur ai demandé ce que j'avais fait. Ils m'ont dit que je ne devais pas traverser la route au mauvais endroit. J'ai répondu « Oh merde !» Et ils ont attrapé leurs armes et m'ont crié de m'arrêter. Et je ne faisais rien. J'ai pensé que j'allais mourir. Je leur ai demandé de ne rien me faire. Et puis, je leur ai demandé pourquoi ils m'avaient arrêté. Et si c'était légal. Et j'ai dit ça, et l'un d'eux m'a regardé et m'a souhaité une bonne journée. Est-ce que tu appellerais la police en cas d'urgence ou en cas de problème? Jamais de la vie. Je n'appellerai que dans le cas où quelque chose arrive à ma mère, qu'elle a une crise cardiaque ou un problème de santé. Mais je n'appellerai jamais pour résoudre un problème. C'est ainsi qu'ils nous tuent. Ils nous tirent dessus dans les rues. À quoi bon appeler la police pour mourir? Non. L'un des gars du quartier, qui a totalement refusé d'en parler devant la caméra, m'a dit une chose importante que personne d'autre n'a dit ou osé dire. Il a dit que la communauté noire ici, aux États-Unis, a 2 problèmes essentiels. Le premier est que la police tire souvent sur les gens noirs. Le deuxième est que des noirs tirent sur d'autres noirs. Et que lorsqu'un noir tire sur un autre noir, personne n'appelle la police, car ça contredit leurs règles. Si tu appelles la police, personne ne va plus faire affaire avec toi. Par conséquent, lorsqu'un noir tire sur un autre noir, tout le monde se tait. Comme si rien ne se passe. Mais dès qu'un policier ou un blanc tire sur un noir, tout le monde crée une sorte de battage incroyable. On y attire le maximum d'attention. Il a donc dit une chose très importante. Le problème essentiel, ce n'est pas la police, ni les blancs, c'est la violence entre communautés. Tant que ce problème ne sera pas résolu, tous les autres problèmes ne disparaîtront pas. Il a dit qu'ils appelaient cela la culture. Culture. Mais en réalité, c'est... Pour être poli, c'est une tragédie. Et c'est très injuste et très incorrect. Maintenant, sans police, qu'est-ce que nous avons? La justice de la rue. Malheureusement, la justice de la rue est une mentalité malade.
C'est pourquoi il y a autant de fusillades et de combats. J'ai été volé 2 ou 3 fois dans ces projects. J'ai été au mauvais endroit, au mauvais moment. Cela arrive partout. Ils sont venus chercher quelqu'un d'autre qui n'était pas là. Mais moi, j'étais là. On m'a tiré dessus. Regarde. Il y en avait un mât pour un drapeau auparavant. Une fois, je me suis retrouvé dans un échange de feu, entre ceux qui étaient là et ceux qui sont sortis du coin. J'ai dû me cacher sous le banc. Je me souviens comment les balles touchaient la clôture et la porte. Environ 5 minutes. C'était très effrayant. Imagine que toi et moi, nous avons quelques problèmes entre nous. Tu ne me plais pas, mais au lieu de me battre en combat singulier, j'appelle 50 de mes amis pour qu'ils te boxent. Et ce sera ainsi, à coup sûr. Quand je grandissais, il y avait une règle. Si l'on n'habitait pas ici et on ne connaissait personne d'ici, on pouvait entrer, mais on ne pouvait plus sortir. On est ici car on connaît de bonnes personnes. Sinon, on le prend par la main pour aller chercher celui qu'on connaît. Tout dépend de qui on connaît, pas de ceux qu'on connaît. Avez-vous perdu des amis ou... Vraiment beaucoup. Dans des fusillades. Il y avait des moments où je me trouvais au bon endroit au bon moment. Pour sauver la vie dans l'échange de feu. Et comme la vie est bien imprévisible, cet homme se trouvait plus tard dans un bon endroit au bon moment pour sauver ma vie. Un jour, j'étais assis sur un banc et des gars que je connaissais, l'un d'eux a couru vers l'autre avec un pistolet pour tuer celui-ci. Je lui ai dit que je les connaissais tous les deux et que je ne laisserais pas ça arriver. Eh, ce ne sont pas tes affaires. Non, je ne laisserai pas faire. Et nous nous souvenons chaque fois que nous nous rencontrons. C'est notre thème principal. Je t'aime, mec. T'as sauvé ma vie. Et toi aussi, t'as sauvé ma vie. Et tout ça, c'est vrai. J'ai beaucoup d'amis qui purgent leur peine à perpétuité pour une raison quelconque. J'ai été arrêté plusieurs fois. La chose la plus importante pour moi sont mes enfants. On m'arrêtait souvent car je me battais pour mes enfants. J'ai 62 ans et mon fils va avoir 15 ans. Si quelque chose lui arrive, je vais me battre pour lui. Je me fiche des conséquences. Tous mes tatouages sont consacrés aux enfants. Regarde, ce sont des mains croisées en prière. Ma culture, je suis portoricain, ce sont les anges d'un père. Ce sont mes 3 enfants. Et ceci est un parchemin qui signifie être père, comme je le crois. Est-ce qu'il fera pour ses enfants? Il est écrit « Hustle » ici. Je l'ai fait quand j'avais 19 ans. Je suppose. Je l'ai fait comme ça, comme un rappel. Parce qu'à ce moment-là, je ne bougeais presque pas. J'étais déprimé. Donc, c'est un rappel de continuer à se bouger, à avancer. Pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour atteindre mes objectifs, mes aspirations, pour devenir une meilleure personne. Il faut se bouger. Tout est une agitation. Le travail est une agitation. Le travail parallèle est une agitation. Tout est une agitation. Il existe une conception selon laquelle les gens qui vivent dans les projets sont pauvres. Est-ce que c'est vrai? Non. Peut-être selon les standards de la société. Beaucoup de gens ici possèdent des voitures de luxe. Ils ont des articles de luxe. Cependant, il existe une stigmatisation. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens pensent que seules les personnes bénéficiant de l'aide sociale ou des allocations sociales vivent ici. Non. Pour obtenir un appartement dans les projects, on doit remplir les conditions et s'inscrire dans la liste d'attente. Mon père, quand des logements sociaux ont été créés, un Noir devait être un vétéran pour vivre ici. Et mon père est un vétéran de la guerre de Corée. Les premiers en ligne seront des gens comme ma mère. Elle vivait avec sa fille dans un refuge pour sans-abri. Si l'on est une femme, si l'on est une mère avec un enfant. Si l'on est une mère célibataire comme ma cousine, elle gagne presque 100 000 $ par an. Mais elle a 4 enfants et elle est une mère célibataire. Et ça marche pour elle, car elle a autant d'enfants. Si l'on a, disons, 3 enfants, on aura un appartement avec 3 chambres. Aujourd'hui, la location d'un appartement de 3 chambres coûte 2 000 $. Même ici? Oui. Il y aura une cuisine, mais il n'y aura pas de salle à manger. Il n'y aura rien de spécial. La cuisine, les chambres, selon le nombre de gens, la salle de séjour, et c'est tout. Mais c'est toujours moins cher que l'hypothèque.
L'hypothèque à New York commence à 3 000 $. Et c'est uniquement l'hypothèque, sans compter l'électricité, le gaz, la nourriture. C'est moins cher, et bien que les conditions soient terribles, c'est quand même moins cher. J'étudie la médecine pour le moment, car la musique est ma passion. Mais je dois gagner ma vie, je dois subvenir à mes besoins. J'ai encore une fille de 8 ans. Je voulais devenir architecte, mais j'ai été emprisonné. Mais je veux toujours aller à l'université pour faire de l'architecture. Si ça n'ira pas avec la musique, eh bien que je sache que ça ira. Je veux être dans les NFT. Tu veux donc devenir une star de football américain? Et si ça ne marche pas, je garantis que je serai en NBA. À vrai dire, je ne veux pas devenir célèbre. Je veux juste que les gens écoutent ma musique. Si je deviens célèbre, tant mieux. Sinon, pas de problème. Car ce n'est pas facile d'être célèbre. On a besoin d'un directeur, de quelqu'un pour gérer les finances et de beaucoup d'autres choses. C'est plus compliqué que d'écrire les poèmes et d'enregistrer la musique. Je travaille actuellement dans une entreprise qui produit des luminaires. Je jouais au basketball au lycée. Mais ça n'a pas très bien marché. Je n'étais pas très bon. Je vivais dans mes illusions, comme la plupart de nous pendant la jeunesse. Pendant le Covid, j'ai commencé à écouter des livres audio et tout ça. Depuis, je pense que j'aurais pu aller à l'université. J'aime ça. Je n'aime pas lire, mais écouter des livres. C'est ma nouvelle passion. Elle me permet de grandir chaque jour. En fait, j'essaie d'étudier pour devenir géologue. Principalement parce que mon père est du Congo. J'ai près de 200 hectares de terre là-bas. Le Congo est le 2e pays du monde en termes de gisements minéraux et de diamants. Donc, j'espère y aller. Pour faire fortune? Oui. Revenir ici et investir dans l'immobilier à Brooklyn. Et arrêter toute cette gentrification. De nombreux blancs envahissent ton quartier. Comment tu vas te sentir? Comment? Beaucoup de gens nouveaux arrivent. De partout. Il n'y a personne à accuser. Mais ils viennent d'endroits différents. Mais ils ne sont pas d'ici. Ils achètent des immeubles ici et augmentent leur valeur considérablement. Les autres doivent également augmenter les prix. En conséquence, les minorités, et pas uniquement les Noirs, ne peuvent pas assez gagner d'argent et doivent quitter leur quartier. Je n'ai jamais vu autant de Blancs dans notre quartier et ils se sentent en sécurité. Quand ils ont commencé à déménager, je venais voir ma mère chaque semaine. Une fois, j'ai vu une jeune femme blanche et je lui ai demandé si elle se sentait en sécurité. Elle a répondu qu'elle se sentait en sécurité. Je lui ai dit qu'il y a 1 an, elle aurait été tuée ici, violée, tuée et démembrée. Les gens qui déménagent ici ne comprennent pas où ils se trouvent. On doit comprendre où l'on se trouve. On ne les dérange pas, car bien sûr, la police va les protéger, car ils ne sont pas de la même couleur que nous. Je vois la différence dans les magasins également. On essaie de servir tout le monde. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Un Blanc ne pourrait jamais entrer le quartier s'il n'était pas un policier. Et maintenant, ils circulent ici librement. Je dis que les médias nous montrent d'un mauvais côté. Mais ils n'ont jamais été ici pour comprendre ce que nous vivons chaque jour ici. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas. Et ce que nous faisons. Ils ne connaissent pas nos problèmes. Car ils ont grandi dans la prospérité. Ce n'est pas le cas ici. Tout le monde ici a des problèmes. On ne doit jamais juger un livre à sa couverture. Notre mentalité sera différente de ce que tu penses. Il faut parler. Il y a beaucoup de problèmes différents à Brooklyn aujourd'hui. Pour les résoudre tous, il faut commencer peu à peu. En termes de criminalité et... Est-ce que c'est difficile? Je pense que c'est difficile uniquement si l'on fait ça difficile. C'est la mentalité. La vie à Marcy est ce qu'on en fait. La lutte quotidienne, une zone de combat. Tout ce qu'on veut. On reçoit l'énergie qu'on émet lui-même. C'est définitivement la mentalité. Les gens doivent le comprendre. Quand quelqu'un va en prison, c'est un mauvais exemple. Mais l'on dit que le corps est en prison tandis que l'esprit est libre.
C'est pourquoi si l'on se dit que l'on est coincé dans la pauvreté, on ne fera jamais rien d'autre. On est simplement coincé, parce que l'on s'est dit cela. Pourquoi ne pas se dire « je sortirai mes enfants, je ferai ceci, je ferai cela ». Et même si cela prendra des années, on se bat pour faire quelque chose. On se fixe des objectifs. Je pense que ce n'est pas si difficile. Car cela arrive. Ce n'est pas facile, mais si l'on pense, rien n'est facile. Notre vie consiste à des hauts et des bas. Il n'y a pas d'autre voie. Il faut tout faire simplement. Fais. Et c'est tout. J'ai une question à te poser. Oui, bien sûr. Tu as entendu parler de choses différentes sur Marcy. Qu'est-ce que tu te sens ici quand tu nous interroges? Comment est-ce que tu te sens? Plus je découvre les Afro-Américains, plus il me semble que les gens des pays post-soviétiques ont plus de commun avec eux qu'avec les Américains blancs. Cette soif de vivre, la soif de succès rapide, le désir de réaliser quelque chose et de le montrer immédiatement aux autres. Le désir de rejeter ses problèmes sur autrui. L'émotivité qui est parfois plus forte que le bon sens. Je me reconnais tout à fait. Mes amis, ma culture dans tout ça. Notre société est comme ça, ou bien était peut-être comme ça il y a quelques années à peine. Je pense que c'est normal. Que c'est un signe de transition d'une société opprimée, pauvre et instable, à une société plus progressive et développée. C'est pourquoi, peut-être, j'éprouve des sentiments très amicaux, presque fraternels envers ces gars. Il me semble que je les comprends. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez ou ressentez à propos de ces histoires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer la nouvelle vidéo. Et je rentre chez moi. C'était Léo Pachkovski à Brooklyn, New York. À bientôt!